Bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui pour cette présentation de mes travaux de thèse qui portent sur les processus physiques et biogéochimiques impliqués dans l'effet d'île dans l'archipel des Marquises. Donc, un des membres du jury n'étant pas francophone, cette présentation se fera en français mais avec des diaporamas en anglais. Donc avant tout, il est important de savoir ce qu'est le phytoplancton, donc ces micro-algues qui sont immobiles et qui vont donc être dépendants des courants marins. Donc ces organismes vont être capables de réaliser la photosynthèse en utilisant donc la lumière, les nutriments et le CO2 qui sont donc disponibles dans l'eau. Et donc c'est un mécanisme qui est donc similaire à ce que l'on va observer pour les plantes terrestres. Et donc à ce titre, le phytoplancton est capable de produire autant de dioxygène que l'ensemble des forêts à l'échelle de la planète. Alors, bien sûr, lorsqu'on pense à la photosynthèse, on pense évidemment donc à l'utilisation du CO2. Et dans les océans, deux mécanismes vont intervenir. Tout d'abord, donc, la pompe physique avec donc, la dissolution du dioxyde de carbone dans les eaux et la pompe biologique qui va faire intervenir le phytoplancton. Donc ce phytoplancton qui va réaliser la photosynthèse en utilisant donc, le CO2 et donc il y aura donc séquestration de ce carbone, notamment par la digestion des bactéries donc plus bas. Le phytoplancton joue également un rôle très important pour la faune marine puisqu'il est à la base de la chaîne alimentaire marine. Et donc le phytoplancton va avoir un rôle fondamental pour les populations insulaires. Alors pour mesurer le phytoplancton, on va utiliser un pigment qui est donc la chlorophylle A. La chlorophylle ici qui va donc être un proxy de la biomasse phytoplanctonique. Alors comme on peut le voir ici sur cette carte moyenne de chlorophylle, la biomasse phytoplanctonique est répartie de façon très inégale dans les océans, avec notamment ici donc cette carte moyenne de chlorophylle. On va observer donc de fortes concentrations au niveau des côtes, mais également au niveau de l'équateur, donc dû à la présence de l'upwelling équatorial. Donc ces eaux que l'on va qualifier de mésotrophes. Et à l'inverse, on va observer des zones avec des concentrations de chlorophylle très faibles au niveau des gyres subtropicales, donc on va qualifier ces eaux d'oligotrophes. On va cependant observer des zones d'enrichissement remarquables, comme c'est le cas ici donc, au niveau de l'archipel des Marquises. Et donc cet enrichissement qui va être dû à la présence d'un effet d'île. Donc l'effet d'île, c'est l'enrichissement biologique dû à la présence des îles. Alors cet effet d'île va permettre d'avoir de fortes concentrations en grands poissons pélagiques tels que les thons et les dorades coryphènes dans l'archipel. L'archipel des Marquises est donc composé de 14 îles volcaniques avec des diamètres inférieurs à 30 km et ils vont présenter donc une bathymétrie très abrupte, comme on peut le voir ici donc, sur la carte de bathymétrie, avec des fonds qui peuvent aller à plus de 4000 mètres de profondeur. L'archipel va être soumis va être sous l'influence du courant équatorial sud, comme on peut le voir donc, sur la carte ici à droite, avec ici donc les différents courants marins que l'on va observer dans le Pacifique, avec notamment donc ici l'encadré qui représente la Polynésie française et le cercle qui va correspondre à l'archipel des Marquises. Alors, on va encore mieux le voir ici sur les vitesses mesurées par satellite, donc les vitesses de surface, avec donc on voit ici en jaune donc de fortes vitesses qui correspondent au courant équatorial sud et qui va venir donc influer sur l'archipel des Marquises. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à cet effet d'île ? Il y a eu très peu d'études qui ont été réalisées sur l'archipel. Il y a eu quelques études qui ont utilisé les mesures satellites pour mettre en évidence, un panache de chlorophylle qui était très étendu durant l'événement La Niña de 1998. Il y a aussi une deuxième étude qui avait pu mettre en évidence plusieurs blooms de phytoplancton dans l'archipel, des blooms qui étaient saisonniers, épisodiques et qui étaient reliés avec les événements La Niña. Il y a eu ensuite quelques campagnes océanographiques qui ont été réalisées dans l'archipel, notamment Biosop, Tara et Pakahi Temuana. Cependant, l'ensemble de ces études n'ont pas permis de mettre en évidence les mécanismes qui permettaient l'enrichissement
des eaux dans l'archipel. Cependant, ils ont pu mettre en évidence plusieurs hypothèses, notamment un enrichissement dû au mélange turbulent, à l'advection, au phénomène d'upwelling, à l'apport des îles et encore donc, les sources hydrothermales. Donc, pour comprendre ces différents mécanismes, en général, nous avons donc des eaux donc, qui sont éclairées en surface et des eaux qui sont très riches en profondeur. Alors, lorsque le courant vient à la rencontre des îles, on va observer donc un mélange turbulent derrière les îles, mais on va pouvoir aussi observer donc l'apparition d'upwelling au niveau des côtes, et bien évidemment, on va pouvoir aussi avoir un apport depuis les terres. Donc, ces nutriments qui vont venir donc, en surface vont permettre l'enrichissement des eaux de surface et vont permettre le développement du phytoplancton dans le sillage des îles. Alors, plusieurs outils sont disponibles pour étudier cet effet d'île, notamment les données satellites. Cependant, on va être limité puisqu'on n'aura pas d'informations directes sur la verticale, donc on va être limité à l'information en surface. Il y a aussi une deuxième limitation au niveau de la résolution spatiale, puisque ces données vont avoir une résolution qui vont de l'ordre de quelques kilomètres à une centaine de kilomètres. Il y a ensuite l'utilisation de mesures in situ, de mesures sur le terrain. Cependant, il y en a très peu dans l'archipel des Marquises, mais aussi on va être limité puisqu'on n'aura pas de suivi temporel et spatial. Donc l'outil qui sera le plus adapté pour cette étude sera donc l'utilisation d'un modèle numérique. Avec ici donc le gros avantage de ne pas avoir de limitation spatiale et temporelle, mais aussi la possibilité de faire des tests de sensibilité pour permettre donc de mettre en évidence des processus. Donc l'objectif ici va donc être de caractériser les processus physiques et biogéochimiques qui sont impliqués dans l'effet d'île des Marquises. Donc pour cela, je vous propose le plan suivant. Tout d'abord, nous allons mettre en place un modèle de dynamique à haute résolution pour l'archipel en utilisant plusieurs implémentations. Puis nous allons nous intéresser plus à la dynamique dans le sillage des îles. Et enfin, nous nous intéresserons donc à l'effet d'île avec un couplage du modèle de physique et d'un modèle de biogéochimie. Et enfin, nous terminerons donc par les conclusions et les perspectives qu'offre cette thèse. Alors, pour commencer donc à étudier cet effet d'île, je me suis basé sur le modèle de dynamique océanographique ROMS avec la version à griffe. Donc cette version qui nous permettait d'avoir un emboîtement de grilles qui permet donc d'accéder à la très haute résolution avec des coûts de calcul qui sont réduits. Donc le modèle, grosso modo, comment est-ce qu'il va fonctionner? On va venir donc imposer en conditions initiales et au bord, on va venir donc définir différents paramètres tels que la température, salinité et d'autres paramètres physiques. Puis on va forcer le modèle en surface avec donc, les vents, les flux de chaleur ou encore les apports d'eau douce. Et on obtiendra donc les sorties de modèle avec donc, les nouveaux paramètres de température, salinité, mais à très haute résolution, alors que les données de forçage sont des données à très basse résolution. Alors avant de commencer l'étude de l'effet d'île, j'ai mis en place plusieurs simulations utilisant différents forçages, mais toutes ces simulations sont basées grosso modo sur les mêmes conditions. Donc je vais utiliser deux grilles emboîtées avec donc deux résolutions à 1/15 de degré et 1/45 de degré, avec 32 niveaux sigma, une bathymétrie qui est basée sur les données ETOPO2, et donc les sorties de modèle seront moyennées tous les 2 jours. Donc je lance toutes ces simulations sur 10 ans, auxquelles je vais retirer les 3 premières années de spin-up, c'est-à-dire donc le temps de stabilisation du modèle, et donc je ne vais travailler ici que sur les années 4 à 10 du modèle. Donc pour la présentation ici, je vais m'appuyer simplement sur 3 des 7 simulations qui ont été étudiées, avec donc toutes ces simulations qui vont utiliser les mêmes forçages de surface, mais des conditions au bord et initiales qui seront différentes. Donc les flux d'eau douce et les flux de chaleur sont issus des données COADS, les forçages de vent sont issus des données QuickScat, et enfin donc 3 différentes conditions au bord. Donc le premier WA 2009 avec 1 degré de résolution, les données CARS avec 1 demi-degré de résolution, et enfin les données WA 2013 avec la plus haute résolution à 1/4 de degré. Alors pour comparer donc mes sorties de modèle avec les observations, je vais tout d'abord commencer par faire une comparaison des paramètres en surface en utilisant les moyennes issues des observations et du modèle. Je vais utiliser un écart type sur les erreurs normalisées, donc la NRMSE,
Et grosso modo, cet indice, plus il est petit, plus il indique donc des différences qui sont minimes. Je vais calculer cet indice sur différents paramètres de surface, donc la température de surface, la salinité de surface, l'énergie cinétique et l'énergie cinétique tourbillonnaire. Donc cette dernière qui va être l'énergie que l'on utilise pour détecter un peu les tourbillons. Pour cette présentation, je vais simplement vous présenter les résultats pour la SST et l'énergie cinétique. Puis je vais donc extraire la simulation la plus réaliste ici et que je vais donc venir comparer avec les données in situ, pour avoir donc une comparaison sur la variabilité saisonnière, mais aussi sur la verticale. Alors, en commençant ici par la température de surface, ici vous avez de représenter la moyenne issue des mesures satellites. Alors, on va observer qu'on a des eaux qui sont plus chaudes dans le sud-ouest de l'archipel et des eaux qui sont plus froides au nord-est. Donc, un gradient nord-est-sud-ouest, avec donc les eaux plus froides au nord de l'archipel qui vont être dues à la présence de l'upwelling équatorial et les eaux plus chaudes qui vont être dues à l'extension de la warm pool. Donc à présent, si je viens comparer avec les moyennes issues de mes modèles, donc ici vous avez des cartes de différence, donc c'est simplement la différence de la moyenne du modèle avec les observations, et donc on obtient des cartes d'anomalies, avec en bleu donc des anomalies négatives, ici de température négative, et en rouge donc des anomalies qui seront positives. Donc en calculant la NRMSE, on voit qu'ici on a donc des paramètres qui sont très faibles, donc qui indiquent une très bonne performance du modèle pour reproduire la température. Mais ce qui est à noter, c'est que là, pour le moment, W09Q présente les meilleures performances. J'ai donc réalisé cette même comparaison sur les données de salinité. On retrouvait également donc, des indices qui étaient très faibles, donc de bonnes performances aussi pour la salinité, mais avec de meilleurs résultats pour la simulation W13Q. J'ai donc ensuite continué à analyser des paramètres plus dynamiques, notamment ici l'énergie cinétique. Donc vous avez ici l'énergie cinétique qui a pu être obtenue à partir des données satellites, donc il s'agit encore d'une moyenne, avec donc, une énergie cinétique qui est plus forte dans le nord de l'archipel, donc qui va être due à la présence du courant équatorial sud. En venant donc comparer avec les sorties du modèle, donc encore une fois, je vais calculer la NRMSE et cette fois donc, on a une NRMSE qui est beaucoup plus forte, mais cette fois avec une meilleure performance pour la simulation W13Q avec donc, cette NRMSE qui est presque 2 fois inférieure aux autres simulations. J'ai donc utilisé donc, la NRMSE aussi pour l'énergie cinétique tourbillonnaire et j'ai obtenu donc, des ordres de grandeur similaires avec, encore une fois, de meilleures performances pour la simulation W13Q. Donc à présent, je me rends compte que la simulation W13Q semble être la meilleure. Je vais donc l'utiliser pour venir le comparer avec des données in situ. Alors ici, il s'agit donc des données ISAS 2013. Ce sont des données qui sont issues de flotteurs qui dérivent, donc des flotteurs profileurs. Et donc ici, je vais les utiliser malgré le fait que les forçages qui sont utilisés dans le modèle utilisent une partie de ces données. Donc ici, cette comparaison n'est pas totalement indépendante, mais par manque de données, je vais donc quand même les utiliser. Donc tout d'abord, ici en haut, vous avez la variabilité saisonnière de la température de surface, avec donc, ici donc, 3 années qui sont reproduites, auxquelles j'ai retranché quelques mois, mais c'était simplement pour avoir un meilleur aperçu de la variabilité saisonnière. Donc en rouge, vous avez la température issue des données ISAS et en vert, les données issues du modèle. Donc on voit bien sûr que l'on va avoir donc, des eaux qui sont plus chaudes en été austral, et des eaux qui sont plus froides en hiver austral. Mais le plus important, c'est de noter qu'on va avoir donc, une variabilité saisonnière qui est très proche. Et pareillement, donc, pour la saisonnalité de la salinité de surface, on va obtenir donc, des choses qui sont relativement proches, donc, ce qui indique encore une fois que le modèle présente de bonnes performances. À présent, je vais m'intéresser aux paramètres sur la verticale en utilisant donc, un diagramme TS. Et donc, c'est ce diagramme qui va me permettre de mettre en évidence les masses d'eau qui sont donc, dans l'archipel. Donc ici, le diagramme TS se présente avec sur l'axe des Y donc, la température et sur l'axe des X la salinité.
Donc en commençant par les données ISAS 13, on va observer 3 masses d'eau. En surface, on va retrouver donc la South Pacific Tropical Water. Puis dans les eaux intermédiaires, on va retrouver la Eastern South Pacific Central Water. Et enfin, les eaux plus profondes, on va observer donc l'Antarctic Intermediate Water. Lorsqu'on va venir comparer donc avec les sorties du modèle W13Q, et bien évidemment, on va pouvoir là, ici, voir qu'on a de bonnes performances. On va pouvoir retrouver ces 3 masses d'eau. Donc qui indique encore une fois une bonne performance de notre modèle. Donc pour résumer ici, j'ai lancé plusieurs simulations, j'ai calculé donc un paramètre de la NRMSE et donc on a pu voir que la simulation W13Q présentait les meilleures performances en surface. Puis j'ai donc continué cette étude avec W13Q en venant comparer avec des données in situ. Et donc on a pu mettre ici en évidence de bonnes performances. Donc à présent, nous allons nous intéresser un peu plus à la dynamique dans le sillage des îles en utilisant donc cette simulation qui était donc la plus réaliste. En commençant ici par les courants de surface. Donc ici, vous avez une moyenne annuelle issue du modèle. Donc avec, comme on peut le voir ici sur la gauche, des vitesses qui sont plus fortes au nord de l'archipel, donc qui vont être dues à la présence du courant équatorial sud. Mais ce qui est aussi remarquable, c'est de voir ici au niveau du zoom sur la droite, donc qui correspond à l'encadré qui est donc ici, on va pouvoir mettre en évidence qu'on a des zones d'accalmie derrière les îles. Donc ces zones d'accalmie qui vont avoir aussi une signature sur la température de surface. Donc ici, que ce soit sur les données satellites à gauche ou les sorties de modèle à droite. Donc on va venir observer derrière les îles des zones de réchauffement dans les deux cas. Donc ce qui va pouvoir venir indiquer potentiellement l'absence de phénomène d'upwelling, donc pas de refroidissement au niveau des îles. Donc ici, encore une fois, on va pouvoir mettre en évidence les bonnes performances du modèle avec ce gradient nord-est-sud-ouest qui est bien reproduit, mais aussi donc on va avoir des distributions spatiales qui sont similaires. Donc à présent, je me suis intéressé un peu plus à la dynamique dans l'archipel, notamment ici je vais me baser sur l'EKE, donc l'énergie cinétique tourbillonnaire, c'est-à-dire l'énergie qui est due à la partie turbulente de l'écoulement, avec donc à gauche la moyenne annuelle de l'EKE et à droite son écart type. Alors on va remarquer qu'il y a bien sûr une activité qui est relativement forte dans le sillage des îles, mais notamment de part et d'autre des îles, et notamment ici au niveau de Nukuhiva où on va avoir donc une forte activité de l'EKE. Et encore une fois, on va retrouver donc une zone d'accalmie en aval des îles. Ici donc l'écart type va simplement nous indiquer qu'il y a une forte variabilité là où l'EKE est déjà forte. Je me suis ensuite intéressé à l'EKE et plus précisément donc, aux termes qui vont composer l'EKE. Parce qu'on peut voir que l'EKE est en réalité comme une composite de 3 termes, donc la conversion d'énergie barotrope, la conversion d'énergie barocline et l'apport du vent. Donc ces 3 termes, lorsqu'ils sont positifs, vont indiquer donc, un apport vers l'EKE et lorsqu'ils sont négatifs, on va plutôt observer donc, une diminution de l'EKE. Donc ici, vous avez de représenter les moyennes de ces 3 termes sur l'archipel, donc avec à gauche donc, le KMKE, au milieu le PEKE et enfin à droite l'apport du vent. Donc, ce que l'on va remarquer, c'est qu'on va avoir de fortes valeurs positives pour le KMKE, donc ce qui indique un apport conséquent de la conversion d'énergie barotrope, donc on va avoir une dominance de KMKE. Je me suis ensuite intéressé à la variabilité saisonnière de ces différents termes, en commençant ici donc, par le KE. Donc encore ici, vous avez 3 années qui sont reproduites, avec l'axe des Y donc à droite qui correspond à l'EKE et l'axe des Y sur la gauche qui va correspondre aux 3 autres termes. Donc l'EKE va présenter une activité assez forte en février, mais aussi de juin à octobre. Si à présent je viens comparer avec les différents termes que j'ai pu donc montrer précédemment, donc ici vous avez la variabilité saisonnière de KMKE, donc de la conversion d'énergie barotrope. On voit bien sûr qu'elle est positive toute l'année, donc un apport constant vers le KE. À présent, si je viens regarder ce qui se passe au niveau de la conversion d'énergie barocline, on voit qu'elle est positive de août jusqu'à février, puis négative
en avril et juin. Donc on va avoir une bonne corrélation de la diminution, avec la diminution de KE que l'on va observer en début d'année. L'apport du vent, lui, va être positif de mars jusqu'à septembre et négatif le reste de l'année. Et on va voir qu'il va bien venir être corrélé avec ce que l'on va observer en fin d'année au niveau de l'EKE, donc avec cette diminution de l'EKE. Donc on a pu voir que le KMKE était dominant, mais finalement le PEKE et FEKE vont venir moduler le signal aussi de l'EKE. Je me suis ensuite intéressé plus particulièrement aux tourbillons qui sont générés dans l'archipel, parce que comme on peut le voir ici sur les données satellites, donc à gauche vous avez des mesures de la température de surface et à droite la chlorophylle. On va pouvoir observer des structures qui pourraient trahir donc, la présence de tourbillons. Et donc les tourbillons qui pourraient venir donc, ici jouer un rôle dans l'enrichissement biologique au niveau de l'archipel. Alors il existe deux types de tourbillons, les tourbillons cycloniques et les tourbillons anticycloniques. Dans l'hémisphère sud, les tourbillons cycloniques vont avoir un sens de rotation horaire et ils vont donc avoir tendance à venir donc, générer des upwelling avec une remontée des isothermes. Et à l'inverse, les tourbillons anticycloniques vont avoir un sens de rotation anti-horaire et vont plutôt générer un downwelling. Pour étudier l'activité tourbillonnaire dans l'archipel, je vais utiliser ici un algorithme de détection automatique basé sur la géométrie de l'écoulement. Donc c'est une méthode qui est issue de l'étude de Nensholi et ses collaborateurs. Donc ici vous avez une carte de la vorticité relative, c'est-à-dire donc la tendance d'un fluide à faire des rotations. Donc une animation pour la 9e année de simulation pour les mois de juin et juillet. Avec donc en rouge une vorticité qui est positive, donc qui indique plutôt un sens de rotation anti-horaire, donc anticyclonique, et en bleu une vorticité négative qui indiquerait plutôt un sens de rotation cyclonique. Et en vert, donc, vous avez de représenter les tourbillons qui sont détectés par l'algorithme. Donc comme on peut le voir déjà ici, on a une activité tourbillonnaire qui est non négligeable dans l'archipel. J'ai ensuite utilisé donc, la détection des tourbillons pour venir caractériser l'activité tourbillonnaire dans l'archipel, notamment ici à gauche où vous avez de représenter la position où sont générés les tourbillons, avec en bleu les tourbillons cycloniques et en rouge les tourbillons anticycloniques. Alors ce que l'on va remarquer bien sûr, c'est qu'on a une plus forte activité dans le sillage des îles, mais aussi juste en aval derrière les îles. Ensuite, je vais pouvoir m'intéresser aussi donc, à la taille de ces tourbillons en fonction à la taille, avec l'utilisation ici de ce graphique, où vous avez donc, le nombre de tourbillons en fonction de leur taille, mais aussi donc, en fonction de leur sens de rotation. Donc en bleu, tourbillon cyclonique et anticyclonique en rouge. Alors, ce que l'on va remarquer, c'est qu'on a une grande partie des tourbillons donc, qui ont des rayons entre 20 et 25 km. Donc, ce qui va venir donc, appuyer le fait qu'on a un besoin fort pour pouvoir détecter ces tourbillons, donc d'utiliser des modèles plutôt que les détections satellites qui ont une résolution du même ordre de grandeur. Et enfin, on va pouvoir remarquer notamment qu'on a une dominance des tourbillons cycloniques, donc en bleu, donc qui va nous indiquer des conditions favorables à l'upwelling. Donc ici, nous sommes intéressés à la dynamique dans le sillage des îles. Nous avons pu mettre en évidence des zones d'accalmie derrière les îles. Nous nous sommes intéressés à l'EKE, notamment à ses origines. Puis nous avons donc étudié l'activité tourbillonnaire. Nous avons et ensuite caractérisé donc, ces tourbillons avec donc, une majorité de tourbillons qui étaient cycloniques. Donc à présent, nous allons nous intéresser à l'effet d'île en lui-même en utilisant cette fois donc, un couplage du modèle de physique avec le modèle de biogéochimie. Donc pour rappel, l'archipel est donc situé entre les eaux mésotrophes de l'équateur et les eaux oligotrophes de la géo subtropicale. Il y a eu donc quelques campagnes océanographiques qui ont été réalisées dans l'archipel, notamment Biosop en 2004 et Pakahi Temoana en 2012, où ils avaient pu mettre en évidence que l'on avait de fortes concentrations en macronutriments, c'est-à-dire donc les nitrates, phosphates et silicates. Cependant, la campagne Biosop, qui est la seule à avoir pu réaliser des mesures de fer, ont mis en évidence qu'il y avait de faibles concentrations en micronutriments, c'est-à-dire de faibles concentrations en fer, qui pourraient donc indiquer une limitation en nutriments fer. Donc ici,
je vais donc relancer le modèle, donc, mais cette fois-ci, je vais le coupler avec le modèle de biogéochimie Pisces. Donc, c'est la même procédure, mais cette fois-ci, je vais prendre en compte tous les paramètres biogéochimiques, tels que la chlorophylle ou les différents nutriments qui vont être utilisés par le phytoplancton. Alors, avant de lancer des simulations, je me suis tout d'abord intéressé aux données de forçage que j'ai pu comparer avec les données qui ont été mesurées par Biosop. Alors, durant cette campagne, ils ont pu réaliser des profils de nutriments au niveau donc, du point ici qui est indiqué sur la carte en bas à gauche. Et donc, ce que l'on peut voir ici, avec donc, ces trois profils, donc, de phosphate, nitrate et fer, donc, avec sur l'axe des Y, donc, la profondeur, et sur l'axe des X, les concentrations. En bleu, donc, vous avez les données issues du forçage, et en noir, donc, les mesures qui ont été réalisées. Donc, on voit que pour les phosphates et les nitrates, les profils sont relativement similaires. En revanche, pour le fer, on va avoir des concentrations qui sont bien inférieures aux mesures qui ont été réalisées dans l'archipel. Donc, ce qui va venir donc, justifier l'utilisation de 4 différentes implémentations avec différents apports de fer. Donc ici, ces simulations vont être basées en termes de physique sur la même simulation que précédemment, à la différence que je vais ajouter donc, une troisième grille avec une résolution plus basse à 1/5 de degré. Et je vais lancer mes 4 simulations sur 5 ans, auxquelles donc, je vais retrancher les 3 premières années qui sont nécessaires donc, à la stabilisation du modèle. En termes de biogéochimie, les paramètres seront les mêmes pour toute simulation, à l'exception du compartiment fer. Donc la première simulation que j'appelle donc référence, le fer qui est utilisé va être issu des données WAPISCES. Une deuxième simulation que j'appelle Biosop va utiliser donc les données WAPISCES, mais je vais venir réajuster en surface les concentrations en ajoutant donc une constante de 0,14-10-3 nanomol de litre de fer. Une troisième simulation donc, va être basée encore sur les données WAPISCES, mais je vais prendre en compte un flux de fer depuis les sédiments, donc un flux qui sera constant, avec donc, un flux qui sera égal à 2,5 nanomol par mètre carré par jour. Et enfin, une quatrième simulation avec donc, un flux de sédiments qui sera 2 fois plus fort que la simulation précédente. Alors avant de regarder les résultats issus du modèle, ici vous avez la moyenne qui a été mesurée donc, par satellite. Ici, le signal saisonnier a été extrait en utilisant une transformée de Fourier. Donc, comme on peut le voir, on a un bel effet d'île ici qui est donc représenté avec en rouge de fortes concentrations de chlorophylle et avec un panache qui va être dirigé vers le sud-ouest, donc dans le sens du courant équatorial sud. À présent, si je viens regarder donc ici les moyennes de chlorophylle issues de mes modèles, donc la simulation référence, la simulation Biosop, et en bas les 2 simulations qui prennent en compte les flux depuis les sédiments. Les 2 premières simulations n'indiquent pas d'effet d'île puisqu'on n'a pas d'enregistrement au niveau des îles, mais vont présenter des patterns spatiales similaires. Par la suite, ces 2 simulations vont présenter donc, des résultats similaires. Donc pour simplifier cette présentation, je ne vais m'appuyer que sur la simulation référence. Lorsque l'on ajoute du fer depuis les sédiments, on va pouvoir donc venir reproduire cet effet d'île. Mais encore une fois, donc ces 2 simulations vont présenter des résultats similaires et je vais donc simplifier cette présentation en ne me basant que sur la simulation sédiment 5. En termes de variabilité saisonnière, ici donc en commençant par les observations satellites, on va observer donc 2 maximums, le premier en avril et un second en décembre. Pour la simulation référence, on va bien sûr avoir un signal donc, qui est bien plus faible, puisqu'on n'a pas d'effet d'île au niveau donc, de l'archipel, mais cependant on va pouvoir reproduire le signal saisonnier, mais avec donc, des valeurs qui sont plus faibles. Et enfin, donc, en venant ajouter un flux de fer depuis les sédiments, on va pouvoir donc, retrouver le même signal saisonnier, mais avec des valeurs qui seront plus élevées, mais toutefois qui vont rester inférieures aux observations satellites. J'ai ensuite pu donc, travailler sur les données qui ont été mesurées par un flotteur BioArgo. Ce flotteur qui a été donc, lâché au large de Nukuhiva en août 2011 et qui a dérivé pendant un peu plus d'1 an dans l'archipel. Donc vous avez ici représenté les croix qui correspondent donc, aux sorties
du flotteur avec en couleur donc, les dates de sortie du flotteur qui correspondent ici avec la color bar, donc ici. Ensuite, vous avez une échelle de gris donc, qui correspond à la chlorophylle moyenne qui a été mesurée par satellite pendant la période où le flotteur était à l'eau. Et finalement, sur la droite, donc, vous avez tous les profils qui ont été réalisés par le flotteur en fonction du temps, avec donc, les concentrations les plus fortes en rouge. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on va observer une différence entre le nord et le sud de l'archipel. Lorsque le flotteur est dans le nord de l'archipel, donc à partir d'ici jusqu'environ en mars 2012, où le flotteur se retrouve à peu près ici, on va avoir donc des profils qui sont bien mélangés et avec de fortes concentrations. À l'inverse, dans le sud de l'archipel, donc dans le deuxième tronçon, on va plutôt observer l'apparition de ce que l'on appelle un maximum de chlorophylle en profondeur, donc un DCM, qui est plus caractéristique des eaux qui sont plus oligotrophes. Donc en venant comparer avec les sorties du modèle, donc la première chose qui est à noter, c'est qu'on a des concentrations qui sont 2 fois inférieures à celles qui sont réalisées par le flotteur. Donc la simulation référence va présenter donc, un DCM, donc, qui serait plus caractéristique des eaux oligotrophes. En revanche, la simulation sédiment 5 va venir reproduire cette différence nord-sud que l'on peut observer avec les données BioArgo. Donc avec des eaux qui sont bien plus mélangées dans le nord de l'archipel et des eaux qui présentent un DCM dans la partie sud. Donc à présent, pour essayer de venir expliquer cette variabilité saisonnière, ici je vais me baser sur les transects le long de Nukuhiva, donc ce qui va me permettre de voir ce qui se passe en amont et en aval des îles. Donc en commençant tout d'abord ici par donc les cartes de chlorophylle moyenne que je vous ai présentées précédemment, et avec en bas donc, les graphiques qui vont représenter donc, la moyenne en fonction du temps de la chlorophylle le long des transects amont et aval sur les cartes donc, du dessus. Donc avec en rouge les concentrations en aval et en noir les concentrations en amont. Donc ici sur l'axe des Y la concentration et le temps sur l'axe des X. Alors ce que l'on va observer donc, pour la simulation référence, donc ici à gauche, on va avoir des concentrations en amont et en aval qui sont du même ordre de grandeur, puisqu'on n'a pas, ici d'effet d'île qui est généré. En revanche, pour la simulation sédiment 5, on va avoir donc une différence entre les concentrations en amont et en aval, avec donc des concentrations qui seront plus fortes en aval, donc qui vont être dues à l'effet d'île qui va être généré ici. Donc pour représenter un peu plus cette chlorophylle, je vais utiliser ce que l'on appelle un diagramme Hofmöller, avec donc, la chlorophylle le long de ce transect en fonction du temps. Donc avec ici de représenter la latitude à gauche. Donc pour la simulation référence, ce que l'on va observer, c'est donc qu'on a un enrichissement en milieu d'année qui va correspondre avec ce qu'on a pu voir dans la variabilité saisonnière précédemment, mais aussi en décembre. A l'inverse, par contre, donc, au niveau de la simulation sédiment 5, on va avoir des choses un peu différentes, puisque avec l'utilisation, donc l'apport de fer depuis les sédiments, on va pouvoir venir enrichir les eaux en aval des îles. Donc à présent, je vais m'intéresser un peu plus à la simulation référence pour venir donc, essayer d'expliquer la variabilité saisonnière de la chlorophylle dans l'archipel. Donc ici, vous avez encore donc, des diagrammes Hofmöller de la chlorophylle, du nutriment fer, nitrate et phosphate. Donc avec sur l'axe des Y, donc la latitude et en fonction du temps. Sur ces graphes, j'ai donc reproduit la limite de 0,15 mg par mètre cube donc de concentration en chlorophylle sur les profils de fer, nitrate et phosphate. Alors ce que l'on va observer, c'est qu'on a des patterns similaires, c'est-à-dire qu'on va avoir un apport simultané des nitrates et de la chlorophylle. Pour essayer d'expliquer donc ces patterns, je vais m'intéresser un peu plus à la dynamique le long de ce transect. Donc avec ici les diagrammes Hofmöller de la chlorophylle, de la vitesse moyenne et la profondeur de la couche de mélange. Donc, en regardant tout d'abord la vitesse moyenne, on va voir que l'on a donc une intensification du courant, donc avec des valeurs plus fortes ici en rouge, donc qui vont indiquer une intensification du courant équatorial sud et donc un apport de nutriments grâce à l'advection depuis l'équateur.
Puis, en venant regarder donc, la profondeur de la couche de mélange, on observe qu'en décembre, on va avoir donc, cette couche de mélange qui va s'approfondir, qui va permettre de venir taper donc, dans la NutriClean et de pouvoir donc, faire remonter des nutriments vers la surface pour pouvoir donc, venir enrichir les autres surfaces et favoriser donc, le développement du phytoplancton. Donc on voit que ces deux mécanismes donc, qui correspondent au milieu d'année et en décembre vont pouvoir venir expliquer donc, le signal saisonnier que l'on avait pu observer précédemment. Donc à présent, je vais m'intéresser un peu plus à l'apport de fer depuis les sédiments, donc avec la simulation sédiment 5. Donc encore ici, des diagrammes of Muller, mais cette fois-ci donc, pour la simulation sédiment 5, avec donc, la chlorophylle, les concentrations de fer et la vitesse méridienne. Donc encore une fois, j'ai reporté donc, la limite 0,15 mg/m3 de chlorophylle sur tous les graphes qui sont ici. Donc si l'on regarde tout d'abord la chlorophylle, on voit bien sûr qu'il y a de fortes concentrations de chlorophylle dans le sillage des îles, donc en aval de l'île, comme on peut le voir donc, sur la partie basse. Mais ce que l'on va retrouver donc, au niveau donc, en amont de l'île, on va pouvoir retrouver donc, les enrichissements qui sont donc, dus à l'advection. Et ici, un plus petit enrichissement qui va être dû donc, à l'approfondissement de la couche de mélange. En s'intéressant cette fois-ci donc, au nutriment fer, on va voir qu'on a donc de fortes concentrations au niveau donc, de l'île, donc qui vont en aval de l'île, qui vont être dus donc, à l'apport des nutriments. Mais aussi, ce que l'on peut remarquer, c'est que les patterns sont similaires entre le fer et la chlorophylle, donc qui vont indiquer, donc, qui va venir appuyer le fait qu'on est limité en fer, puisque lorsqu'on apporte le fer, donc, comme on peut le voir ici, on va reproduire donc, un enrichissement en chlorophylle. Mais il est aussi à noter que ces fortes concentrations de fer et de chlorophylle vont rester dans la zone d'accalmie que l'on avait pu mettre en évidence tout à l'heure en termes de dynamique. Finalement, en s'intéressant un peu donc, au courant le long du transect, notamment ici le courant méridien, on va pouvoir mettre en évidence que finalement ce courant va venir moduler le signal, avec notamment en décembre avec une vitesse méridienne qui devient positive, c'est-à-dire une vitesse qui est dirigée vers le nord et qui va permettre donc, un enrichissement en amont de l'île. Donc finalement ici, j'ai pu utiliser un modèle couplé, j'ai pu mettre en évidence qu'il y avait un besoin d'avoir un apport de fer depuis les îles pour pouvoir reproduire l'effet d'île des marquises. Donc en termes de variabilité saisonnière, on trouvait donc quelque chose qui était très proche. Sur la verticale, on trouvait donc la même chose avec donc, la simulation sédiment 5 qui permettait de reproduire cette différence entre le nord et le sud de l'archipel. Et enfin, donc, nous avons pu mettre en évidence donc, des phénomènes physiques qui pouvaient expliquer la variabilité saisonnière du signal. Donc nous arrivons aux conclusions et perspectives qu'offre cette thèse. Donc pour résumer ici mon travail de thèse, j'ai pu mettre en place un modèle haute résolution pour l'archipel des Marquises en me basant sur différentes configurations. Puis j'ai donc utilisé la simulation la plus réaliste pour venir étudier la dynamique dans le sillage des îles, où nous avons pu donc mettre en évidence qu'il y avait des zones d'accalmie qui étaient représentées en aval des îles, mais aussi qu'il y avait une forte activité tourbillonnaire dans l'archipel. Et donc au final, j'ai utilisé cette dernière configuration du modèle pour le coupler avec Pisces pour venir donc, étudier l'effet d'île, en mettant notamment en évidence qu'il y avait un besoin d'un apport de fer depuis les îles pour pouvoir donc, reproduire l'effet d'île dans l'archipel. En termes de perspective, donc tout d'abord, si l'on s'intéresse à l'échelle saisonnière, il sera intéressant de relancer une simulation avec des forçages à plus haute résolution, donc avec des vents par exemple qui pourront mieux prendre en compte la présence des îles, pour avoir donc, des vents plus réalistes et ce qui nous permettrait de pouvoir étudier plus en détail la présence ou l'absence d'upwelling. On pourra aussi donc, utiliser des données bathymétriques à plus haute résolution pour pouvoir mieux représenter les îles. En termes d'apport de fer, donc, il sera aussi intéressant de venir prendre en compte la saisonnalité du fer, notamment l'apport depuis les rivières qui pourrait donc correspondre avec la saison des pluies. Mais aussi, il faudra donc pour plus tard prendre en compte la fraction particulière du fer
pour pouvoir expliquer le fort étendu du panache de chlorophylle qui est observé dans l'archipel. Il faudra aussi donc étudier d'autres processus physiques, notamment donc, les upwelling, comme j'en ai parlé précédemment, mais aussi l'effet des ondes internes. À l'échelle interannuelle, donc, un travail avait déjà été fait durant cette thèse, où on s'est intéressé donc, aux ondes d'instabilité tropicale, où on a pu mettre en évidence que ces ondes venaient enrichir les eaux seulement durant les forts événements La Niña. En termes de modélisation, je pourrais donc lancer un run interannuel qui, cette fois-ci, prendrait en compte des forçages réalistes, avec notamment en conditions initiales et en conditions frontières, donc les données GLORIS, et en forçage dans surface, je pourrais utiliser les données intérim. Donc cette simulation me permettrait ici de mettre en évidence l'influence des phénomènes ENSO, donc El Niño. Et pour aller plus loin, je pourrais m'intéresser donc à l'échelle interne décennale, notamment en venant prendre en compte l'oscillation interdécennale du Pacifique. Ensuite, il sera bien évidemment très important de venir utiliser donc, les données in situ, donc les mesures terrain, notamment pour venir valider les données du modèle. Tout d'abord en s'intéressant à l'activité tourbillonnaire, donc en essayant de lancer des bouées dérivantes pour venir caractériser les tourbillons, mais aussi réaliser des transects à l'aide de gliders le long du tourbillon. On pourra aussi, par exemple, s'intéresser aux différentes sources de fer pour déterminer la réelle source. Est-ce que le fer viendrait depuis les terres ou est-ce qu'il y aurait donc des sources hydrothermales? Ensuite, il sera donc intéressant de venir caractériser la biomasse phytoplancton, notamment donc les différentes communautés et leur variabilité saisonnière. Et donc à ce titre, notamment, il y a donc 2 campagnes qui doivent avoir lieu dans l'archipel des Marquises, notamment une qui commence la semaine prochaine et donc qui pourra venir donc répondre à certains de ces points. Donc finalement, toutes ces données in situ pourront ensuite être utilisées pour venir alimenter le modèle, pour finalement venir mieux caractériser l'effet d'île dans l'archipel des Marquises. Alors en termes de valorisation, cette thèse a permis de pouvoir donc publier 2 papiers. Il y en a donc 2 autres qui sont à soumettre sous peu. Il y a eu donc plusieurs présentations de posters à des conférences locales et internationales. Et donc ce travail a été possible donc, grâce au financement de la délégation de la recherche de Polynésie française, que je remercie, mais également l'OSUPTAS de Marseille qui a mis donc, à disposition les clusters de calcul, donc je remercie également. Je souhaiterais également remercier donc, tous les instituts, l'UPF, l'Université de Marseille, l'EMIO, l'UMREO et l'IRD. Et enfin, vous remerciez-vous pour votre attention. Merci.